Merci Philippe, merci Claudia. Je suis un peu ému parce que c'est pas comme donner une conférence scientifique d'habitude qui est très facile à préparer et ça prend 1 ou 2 heures. Ça, quand face à toutes mes amies, c'est quelque chose d'autre. Je commence en printemps. Ça va se voir dans quelques semaines. Les nouveaux feuillages, quelque chose que je trouve absolument splendide chaque année, le bourgeonnement. Et je vais parler aujourd'hui de mon sujet préféré, les feuilles. Et avant cela, je dois, comme c'est l'habitude, le coutume, je dois vite mentionner mon parcours avant de venir ici, peut-être comprendre pourquoi j'aime les feuilles. J'étais né il y a très longtemps au Pays de Galles. Ça, c'est probablement une photo de moi au Pays de Galles avec mes parents avant la naissance de ma sœur, en bas là-bas. J'ai eu une jeunesse beaucoup dans la campagne, entouré par les vaches et les feuilles. Et comme j'ai dit, c'est probablement déjà là où j'ai commencé de m'intéresser un peu des plantes. J'ai quitté l'école à 16 ans. J'ai pas pu trouver un job tout de suite et j'ai eu un parcours un peu difficile pour un moment. Et finalement, je gagne une place à l'Uni où j'ai été intéressé par la biochimie et la chimie. Et à l'Uni, j'ai découvert l'escalade comme sport. Et je suis revenu grimper sur l'île où j'étais né au Pays de Galles. Et sur la même île, quelque chose m'est arrivé qui a peut-être marqué aussi le parcours un peu. J'ai trouvé la chimie organique assez facile, fascinant aussi. Et quelqu'un nous a dit de jamais goûter les feuilles de cette plante ici, le fourbe des dunes. Et ils ont dit il faut absolument pas goûter ça. Et évidemment, curieux, j'ai goûté cette plante qui produit un latex. Et c'est vrai, il faut pas le faire. C'est un peu comme un piment, mais l'effet de piment se sent immédiatement, n'est-ce pas? Et là, tu dis, là, c'est rien. Tu goûtes encore un petit peu. Et l'effet dans la gorge prend quelques minutes et plus en plus fort. Et on n'oublie pas ça. Je pense qu'il y a une réaction inflammatoire dans la gorge. Voilà. Après ma thèse, je suis parti en Allemagne et USA pour justement étudier les systèmes de défense des plantes et de m'éloigner petit à petit de la biochimie. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai eu une pause carrière liée avec mon entrée pour la grimpe. Et c'était peut-être un des moments les plus forts de ma vie. Évidemment, la naissance d'un enfant est aussi un de ces grands moments, mais voilà, je suis parti avec un ami, Bob Reed, que je verrai dans quelques semaines, je vois de temps en temps, pour grimper en Himalaya, pour une expédition. Et nous avons grimpé le point B là-bas, le pic B, on a donné le nom. Et c'était une aventure pour nous parce qu'on a fait à la léger, en vitesse. Et 5 jours aller-retour. Et voilà, c'est une des grandes expériences de la vie. Retour aux États-Unis pour étudier les mécanismes des feuilles. On se demande qu'est-ce qui fait toutes ces feuilles. Je n'ai pas trop besoin de dire qu'est-ce qui fait, c'est la photosynthèse. Et pour tout le monde en biologie végétale, je pense, surtout ceux qui travaillent avec les feuilles, il faut s'intéresser un peu sur la photosynthèse. Et j'ai choisi de parler de ça un peu aujourd'hui. Et de perspective historique. Voilà.
si aujourd'hui on utilise le terme photosynthèse, on sait que c'est un super terme parce que c'est photo et synthèse. Et on voit l'équation qui se trouve dans tous les livres. CO2 plus H2O est converti à la lumière en sucre, abrévié comme ça, et oxygène. Mais comment sommes-nous parvenus à cette compréhension? Et quel rôle les savants de l'actuelle Suisse ont-ils joué dans les découvertes? Je vais parler, et je m'excuse auprès de tous les Vaudois ici, parce que je vais parler de Genève. Et j'espère que ça serait toléré. Genève, 1734. La ville était très fortifiée, la République très fortifiée, et la vie là-bas, dans ces fortifications, était très intense. Quelle histoire! Dans cette ville, à l'époque, 1734, certaines personnes avaient 14 ans. Charles Bonnet. Charles Bonnet, plus tard, Auguste Pyramus de Candolle, qui a établi le jardin botanique à Genève, a dit Bonnet se présente à nous comme le coryphée de nos naturalistes. Bonnet était, il paraît, pas très bon enfant à l'école, ou pas très doué à l'école, mais il était un savant absolument fascinant. Il s'intéressait beaucoup à l'âme et irritability, l'emboîtement des germes, c'est un terme de l'époque de l'embryogenèse essentiellement, les monstres, les naissances qui tournent mal, les gens déformés, les animaux déformés. Les insectes, un terme qui était pas le même qu'aujourd'hui, c'était beaucoup plus large à l'époque, ce qui était un insecte. Et il est connu de ces jours, toujours, pour avoir découvert la pathogénèse chez les pucerons. Et quand sa vision s'est dégradée avec toutes ses observations sur les insectes, il commençait d'étudier les feuilles. Côté âme et irritabilité, c'est assez fascinant. Il s'est planté pas mal là-bas parce que en étudiant les hydres, les petits polypes, il voulait les couper en deux. Il était persuadé qu'un polype avait une âme. Et quand il coupait le polype en deux, les deux se régénéraient, étaient vivants. Et comme on coupe une âme en deux, on voit quand on lit ces travaux que c'était une question difficile. Maintenant, mais l'essentiel, c'était que Bonnet voyait grande. On voit pourquoi il était tellement important. Il a étudié les questions importantes. Maintenant, le scène est préparé à Genève. Hales a publié au Royaume-Uni un livre qui s'appelle Vegetable Statics, qui a été influencé par Newton. Et il a été très quantitatif. We must number, weigh and measure. Et à Genève, Bonnet lit Hales. On ne sait pas à quel âge. Et Bonnet se pose la question à quoi servent les feuilles. Maintenant, je trouve la question est superbe. À quoi servent les feuilles? Personne n'avait l'idée pourquoi une plante produisait les feuilles à l'époque. Et Bonnet a fait un livre que j'ai la chance d'avoir une copie. 1754, recherche sur l'usage des feuilles. 5 mémoires reliées et le premier mémoire est le partie important. Et lui, il ne savait pas évidemment à l'époque. Maintenant, dans ce livre, il a étudié les feuilles individuellement, en différence de Hales qui regardait toute la plante. Bonnet a beaucoup travaillé sur le mouvement, croissance, phyllotaxie. On voit ici levant, couchant, le mouvement d'une plante, une feuille. Il a décrit la phyllotaxie, l'organisation des feuilles pour la première fois à ma connaissance. Mais la partie la plus intéressante du livre, pour moi, plus important, c'était une observation qu'il a faite ici. Quelle est la fonction de les feuilles pour la plante? Il mettait les feuilles dans l'eau, dans cette illustration avec un bougie à côté.
et il remarquait les boules. Les boules de quelque chose apparaissent sur les feuilles, sur la surface inférieure, pas la surface supérieure. Et il a écrit, tout au début de ce livre, c'est entouré en rouge, ces boules ne se montrent pas ordinairement que lorsque le soleil commence à chauffer l'eau des vases. Maintenant, échauffer l'eau. Il s'est trompé un peu là-bas parce que ces boules n'étaient pas dues à la température de l'eau, mais à l'énergie de la lumière. On saura plus tard. Mais il n'a jamais eu vraiment reconnaissance pour cette observation qu'il a tellement bien publié dans le livre. Mais c'était influent. Maintenant, juste après Bonnet, Priestley a fait une série d'expériences que tout le monde connaît. Il mettait les souris dans les cloches, soit avec les plantes, soit sans les plantes, certaines autres séries d'expériences avec les bougies. Et avec la combinaison de ces expériences, Priestley a vu que les feuilles produisaient ce qui s'appelle l'air pur. Lavoisier, avant d'être décapité dans la Révolution française, a inventé le terme oxygène pour air pur. Et finalement, dans cette série, Ingenhouse, du Pays-Bas, qui travaillait à l'époque en Angleterre, a montré que ces boules étaient l'oxygène et il fallait la lumière, le soleil. Et tout le monde, Ingenhouse était probablement au courant du travail de Bonnet, mais les feuilles produisent l'oxygène dans la lumière. Voilà. Donc, on fait un progrès parce qu'on sait maintenant quelles sont les boules que Bonnet a observées. Maintenant, on est ici, 1780. Les boules observées par Bonnet étaient l'oxygène. Mais on peut se poser la question, comme eux, ils ont posé ces questions à l'époque, à quoi servent les feuilles pour la plante? Et pourquoi produire l'oxygène? Parce que si l'oxygène est dégagé dans l'air, ça ne sert à rien pour la plante peut-être. Et pourquoi avoir les feuilles? On savait que les feuilles étaient importantes. On coupait les feuilles sur un pommier et le pommier ne produisait pas de fruits. Mais voilà, il y a des questions. Pourquoi produire l'oxygène comme ça? Bonnet avait 16 admirateurs à Genève. Plusieurs, beaucoup probablement, mais un était né lorsque Bonnet avait 22 ans, et ce monsieur s'appelait Jean Senebier. Et Senebier, Bonnet était de bonne famille, Senebier pas. Ça se voit quand on lit la correspondance entre les grands savants de l'époque. Senebier était un peu mis à côté. Il est connu pour une série d'œuvres très connues pour l'art d'observer. Les traités sur comment observe les choses dans la nature. Et j'ai eu la chance parce que Genève a organisé un colloque sur Senebier et j'ai pu participer à l'époque et apprendre plus sur lui. Maintenant, Senebier répond les travaux de Priestley, Ingenhouse, et il répond à la question de Bonnet. Et Senebier demande, la question, j'adore la question, que mangent les feuilles? C'est très difficile de poser une question si ouverte, si naïve, je ne sais pas quel est le terme utilisé, mais c'est une super question. Qu'est-ce qu'ils mangent, les feuilles? S'ils produisent les boules, ils doivent peut-être manger quelque chose lié avec cette production des boules. Senebier, il a inventé une science que j'ai appelée physiologie chimique, où il a vraiment utilisé la chimie pour étudier qu'est-ce qu'ils mangent, ces feuilles. Il a mis les composés chimiques dans l'eau. Il a publié 2 livres, plus que 2 livres, mais les 2 qui sont centrales, c'est que des 2 ici. Mémoire et recherche, un an après l'autre, où il a vraiment il a été fixé sur
l'alimentation des feuilles. Et vous allez voir que c'est pas, au moins pour moi, pas super facile à lire certains passages, mais en utilisant les expériences comme à droite ici, où ils mettaient les feuilles dans l'eau, dans les verres gradués comme ça, ils pouvaient changer la composition chimique de l'eau. Et il a fait un énorme nombre d'expériences comme ça, de voir qu'est-ce que c'est qu'il faut faire avec l'eau pour que les boules montent. Et il peut mesurer combien de gaz oxygéné produit. Et il voit que c'est ce qui est appelé à l'époque air fixe. Et ça, c'est sur le texte à gauche que je vous laisse lire. Air fixe par opposition d'air pur. Air pur, c'est l'oxygène. Air fixe, on ne savait pas qu'est-ce que c'était exactement à l'époque. Mais il allait avoir la chance parce qu'avec Lavoisier et la suite, on savait que les chimistes allemands, Scheele, etc., on savait que l'air fixe était CO2. Et voilà, avant ça, déjà en 1783, il a écrit « Il est très vraisemblable que toute l'air pur formé dans les plantes par l'air fixe qu'elles boivent ne saute par les feuilles. Mais en se combinant avec le phlogistique, ils produisent toutes les matières muqueuses, sucrées, résineuses. » Phlogistique, c'est un terme, une théorie erronée qui a créé énormément de problèmes à l'époque. Et on va pas parler de ça, mais c'était rendu tout le travail de Priestley et toutes les autres très difficiles et Senebier. En 1800, Senebier a publié une encyclopédie de physiologie végétale, 5 volumes, et tout au centre du 3e volume, tout au centre de l'œuvre, il écrit sur ses propres découvertes sur les feuilles. Et la terre, l'eau, l'air fournissent des éléments et le véhicule l'acide carbonique pour les plantes. Cet acide paraît l'aliment le plus considérable qu'elles reçoivent. Et là, c'était vraiment concret. Et maintenant, si on regarde où on est, en 1800, on commence à avoir plus d'informations sur ce qui n'est pas encore appelé photosynthèse. Le CO2 va dans les feuilles, ça c'est Senebier. Sucre était un terme, évidemment, on ne connaissait pas la structure des sucres, quel sucre, et oxygène était libéré. Mais c'était connu que les plantes n'étaient pas seulement composées de carbone et oxygène. Il y a d'autres éléments, par exemple l'hydrogène. Et on peut se demander d'où vient l'hydrogène et les autres éléments. Et de nouveau, quelque chose arrive à Genève. Quelqu'un était influencé par Senebier. C'est un des deux de ce sort, Nicolas Théodore, et il a lu Senebier. Et Nicolas Théodore, je pense aussi de bonne famille comme Bonnet, était vraiment important dans la prochaine étape qui était très difficile. Les observations de Priestley, Senebier, Ingenhousz ont ouvert la carrière que j'ai parcourue, mais elles ne sont point atteint le but que je me suis proposé. Et pour tout le monde comme moi qui fait de la science expérimentale, quelque chose on adore lire, j'aborde les questions qui peuvent être décidées par expérience. Et j'abandonne celles qui ne peuvent pas donner lieu qu'à à des conjectures. Il était très quantitatif, donc il a suivi cette courant encore plus de Hales, etc. Mais avec encore plus de précision de Senebier. C'est assez remarquable de lire de ce sort. Il a publié un livre qui est, à mon avis, très important pour la physiologie végétale. 1804, Recherche chimique sur la végétation.
Et c'est le 7e chapitre qui est important pour la photosynthèse. Maintenant, ce 7e chapitre, il pose essentiellement la question d'où vient l'hydrogène et les autres éléments dans les plantes, surtout l'hydrogène. Et il fait beaucoup d'expériences. Et vous voyez un petit peu, de nouveau, la même lignée que Bonnet a pris, les plantes dans l'eau. Il a essentiellement fait beaucoup d'hydroponie, comme Senebier. Beaucoup d'expériences différentes et très quantitatives. Et la première partie du livre, c'est sur les graines, qui est fascinant, mais la partie importante pour la photosynthèse ici, il a simplement, c'est pas simplement, c'est incroyable. Il a pris des plantes, chaque fois une espèce différente pour voir si c'était généralisé. Il a passé la plante vivante, après il a séché les plantes, il a repassé. Et après, en même temps, il a pris les tiges qui avaient le même poids de celles à gauche. Il a mis dans une cloche et il a mis généré les quantités de CO2 connues dans la cloche. Et après un certain temps, il a passé la plante. Et il faut voir dans le livre ces tableaux de chiffres. Et ce qu'il a trouvé est assez impressionnant d'un point de vue moderne. Il a trouvé que les plantes ont augmenté évidemment la matière végétale sèche d'une quantité plus grande que celle qu'elles puisent dans les éléments de gaz acide. Les plantes ont obtenu quelque chose en plus de CO2. Le CO2 n'était pas assez pour donner la croissance de la plante. Et finalement, les plantes s'approprient l'oxygène et l'hydrogène de l'eau. Ils prennent de l'eau. Et ils faisaient perdre l'état liquide. On ne saurait douter que la plus grande partie de l'hydrogène que les plantes annuelles acquièrent en se développant à l'air libre à l'aide de l'eau distillée n'est son origine dans ce liquide qu'elle solidifiait. Il a trouvé que maintenant que l'eau était une partie de l'aliment de la plante, et les autres découvertes dans ce livre important, les plantes ne dégagent pas l'hydrogène. Ça, c'était une observation que je trouve importante. Les plantes captent plus de CO2 qui libèrent l'oxygène. Très quantitatif. La couleur verte des feuilles n'est pas indispensable à la décomposition de CO2. Ça, c'était prémonitoire. On ne savait pas. Je vais brièvement parler de ça. Et il a fait des expériences sur les minéraux, les autres éléments. Et maintenant, on est en 1804 et on est ici. Transpiration a été découverte avant toute la partie à droite en rouge. C'était connu depuis un moment. En rouge ici maintenant, tout qui est indiqué en rouge, qui va dans la plante, les éléments de la plante, les nutriments de la plante, tout ça provient de Genève. Je trouve incroyable cette lignage et toutes ces découvertes. L'oxygène, voilà, c'est Priestley, Ingenhouse, etc. Et voilà, c'est énorme ce qui s'est passé à Genève. De Candolle, de nouveau, 1830. Quand il parlait des scientifiques de l'époque, Senebi s'était emparé du filon le plus riche. Le carbone se fixe dans le tissu de la plante. L'idée fondamentale est entièrement due à Senebi, qui est vrai. Mais on ne doit pas oublier de Saussure aussi. Maintenant, on est là. Plus tard, Calvin et Benson aux États-Unis ont découvert quel est le sucre, quelle est la voie de synthèse du sucre. Ils utilisent le CO2 radioactif et les traçages chimiques et la biochimie. Et je trouve le nom Calvin
C'est assez curieux pour moi. On a parlé de Genève. Et la femme de Melvin Calvin s'appelait Geneviève. Et j'ai eu la chance de rencontrer Benson une fois, qui m'a beaucoup touché, qui n'a pas gagné le prix Nobel. Tout le monde dit qu'il méritait autant que Calvin. Voilà, maintenant, aujourd'hui, on est où? Si on est où avec notre compréhension de la photosynthèse? Si on recule maintenant de plus d'il y a 3 milliards d'années, il y avait déjà plusieurs types de photosynthèse pas très efficaces. Un des types de photosynthèse utilisait le sulfure d'hydrogène H2S comme source d'énergie des électrons. Donc, le H2S était scindé, le soufre s'est précipité, et il y avait un peu d'énergie. Il y avait beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Ce processus qui existe toujours, qui est assez fascinant dans les bactéries. Et voilà, c'est toujours là. Mais quelque chose est arrivé il y a environ 3 milliards d'années, quelque chose d'extraordinaire. C'était l'évolution de ce qu'on appelle aujourd'hui photosystème 2. Photosystème 2, c'est un énorme complexe de protéines dans lequel il y a toutes sortes de molécules imbriquées dans la structure des protéines. Et cette étape d'évolution était radicalement importante pour notre planète. Au cours de PS2, photosystème 2, on scinde l'eau en deux, qui est difficile à faire. Surtout dans un système biologique, c'est difficile à imaginer. On utilise la lumière de scinder l'eau en deux, et une partie de cette eau sort comme oxygène. L'atmosphère commençait d'être de plus en plus oxygénée, et la photosynthèse utilise le CO2. Le taux de CO2 commence de se réduire, d'être réduit dans l'atmosphère. Oxygène monte, CO2 descend. Et après un moment, il y avait suffisamment d'oxygène dans l'atmosphère que le métabolisme dit aérobique peut avoir lieu. Donc, il y a deux importantes étapes ici, point de vue énergétique. D'abord, utiliser la lumière pour oxyder quelque chose qui est très difficile à oxyder, c'est l'eau, et gagner les électrons pour l'énergie. Mais aussi, le fait que l'oxygène est libéré, le métabolisme aérobique produit beaucoup plus d'énergie que le métabolisme anaérobique. Donc, deux choses, et l'atmosphère est en train de changer. Caché au milieu de cet énorme complexe de protéines dimériques est quelque chose qui est absolument très beau, parce que c'est un lien entre la Terre, l'inorganique, et le monde organique. Il y a un petit agrégat d'atomes. Tout le monde dans la biologie végétale, au moins si tu travailles sur les feuilles, doit connaître ça. Mn4, Ca1, O5. Et voilà, cet petit agrégat dans une forme cube est le centre qui est responsable pour le clivage de l'eau et la production d'oxygène. Manganèse, on ne pense pas souvent de ça quand on fait le jardinage, j'ai jamais ajouté le manganèse, mais c'est incroyablement important. C'était une étape de l'évolution qui s'est passée une fois, et on pense que c'était une fois, et ça a changé notre Terre. Parce que cette complexe d'oxydation d'eau est au centre du cycle de carbone, que je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais c'est vraiment central. Maintenant, aujourd'hui, le niveau de CO2 monte avec le fait que le niveau de CO2 monte, la planète l'atmosphère se réchauffe, il y a plus d'eau, 7% environ plus d'eau
dans l'atmosphère maintenant que dans la phase pré-industrielle. Et les enfants ressentent des choses, nos enfants maintenant. Donc, c'est important de comprendre le CO2 et l'H2O dans le contexte biologique des feuilles. Maintenant, avec le baisse de CO2 dans l'air, qui a été utilisé par une végétation de plus en plus croissante, qui a d'ailleurs fourni tous les carburants fossiles qu'on brûle, avec cette baisse de CO2, on voit la courbe de baisse dans le Devonian et qui continue dans l'époque carbonifère. On voit la largeur maximale de ce qu'on appelle les feuilles, les mégaphiles maintenant. Et on voit sur le schéma cette évolution des mégaphiles des feuilles. Et là, pourquoi cette évolution? Parce que le niveau de CO2 tombait, c'était utilisé, et il fallait avoir une surface plus importante pour capter cette CO2. Et on est ici aujourd'hui. On a les super feuilles. Mais la feuille, c'est aussi une source de nourriture. Et ma recherche était basée sur les défenses des feuilles, ou la défense de carbone capturé, on peut dire. Et là, il y a un formidable problème pour les plantes. C'est les organismes qui sont spécialisés de manger les feuilles. Ça, c'est une période de choux qui marche à 3 fois par seconde. Et c'est essentiellement un système digestif sur des pieds. 16 pieds, donc 6 vrais pieds. Et voilà. Qu'est-ce que fait la plante? Et c'est la chloroplaste, le site de la photosynthèse, qui joue un rôle extrêmement important dans la défense de la plante. On voit le petit chloroplaste là-bas, il y a beaucoup dans une cellule de feuille, la plupart des cellules. Et lors de la blessure, le chloroplaste produit le précurseur immédiat de cette molécule, jasmonate, qui va allumer le système de défense dans les plantes. Et nous pouvons utiliser la génétique pour priver la plante de cette molécule jasmonate. La plante va pousser parfaitement bien si on protège. Si on met dans la terre quelque part, c'est disparu très très vite. Si on fait une expérience au labo, ici, on a la plante à gauche type sauvage qui peut produire le jasmonate et on voit la plante avec les chenilles. On voit que les chenilles, après 11 jours, sont toujours assez petites. À droite maintenant, on a une plante qui ne peut pas produire le jasmonate. Et là, on voit que les insectes ont attaqué la plante, le centre de la plante, qui ne touche pas dans le type sauvage. Et ils s'agissent autrement, et l'insecte est plus grand. Dans la nature, c'est encore pire pour cet insecte, parce que la plante appelle les prédateurs à l'aide. Et ici, dans le labo, on n'a pas ça. Mais voilà, on voit l'importance de cette molécule. Et j'ai travaillé sur ça ici pour les premières années. Et en 1997, on a décidé de mettre une espèce de modèle, de résumer la connaissance actuelle à l'époque dans un schéma comme ça, où on voit le chenille qui va blesser la feuille, qui peut aussi appliquer les composés de la salive sur les feuilles. Et ces événements vont déclencher la synthèse de cette hormone dans les chloroplastes. Et ça va faire deux choses. La plante va appeler de l'aide, ces insectes prédateurs, souvent les hymenoptères, les guêpes parasitoïdes qui vont attaquer l'insecte qui broute la feuille. Et aussi, il y aura défense directe. Et nous, on a décidé à l'époque de travailler sur cette partie-là, les défenses directes de la plante. Mais
on a fait ça pendant 10 ans, développer les outils pour la suite, etc. En 2007, nous avons décidé de travailler sur cette pointe d'interrogation ici, parce qu'on savait que les signaux, l'activation de voie de Jasmine n'était pas seulement allumée dans la feuille qui était attaquée, mais quelque chose passe aux autres feuilles. À l'époque, tout le monde pensait que c'était cette molécule jasminate qui voyageait. Et voilà, on s'est établi sur cette question. Et après avoir écarté plusieurs hypothèses, comme le mouvement de jasminate, les signaux hydrauliques, etc., on a découvert avec l'aide de Stefan Kellenberger ici à l'Uni de Lausanne, son labo. Et c'était un doctorant chez moi, Saïd Moussavi, qui ont découvert qu'il y a les signaux électriques qui passent d'une fois à l'autre. Voici un des cages Faraday on avait dans le labo. Et on peut juste regarder. Ce qu'on a tenté de faire souvent, c'était de mesurer 2 paramètres et pas un seul paramètre quand on a fait les études sur les signaux électriques. On a souvent combiné ça avec les signaux calciques ou les forces que la feuille appliquée sur une sonde extrêmement sensible. Et les 2 personnes qui ont fait des choses sont ici aujourd'hui. On est mentionné ici, Angé. Et ça, si on regarde la trace rouge, qui est peut-être un peu difficile de voir dans la lumière, ça, c'est le signal électrique. Et l'insecte fait le tour. L'insecte qui est j'ai oublié de dire, c'est dans une espèce de cage sur la feuille 8. On met un électrode sur la feuille 13. Et l'insecte va tourner. On peut les affamer un peu. Ça marche vite. Et encore une fois, vous allez voir arriver l'insecte. L'insecte va montrer la veine principale et voilà un grand signal électrique et la force sur le sonde change qui nous donne d'autres informations sur le mouvement de la feuille, etc. Voilà, donc on a trouvé que les signaux électriques activent la synthèse des jasminates. Nous avons trouvé plusieurs gènes impliqués dans ce processus. Et la dernière chose la dernière grande surprise pour nous, c'était que cette signalisation électrique dépendait sur le passage des protéines d'un tissu blessé jusqu'aux autres feuilles. Et on a pu décrire un peu le mécanisme de ça, identifier les protéines, etc. Donc, pour ceux qui, comme Claudia, dans la neurobiologie, les synapses, etc., ici, on a en fait les protéines voyagent de façon axiale et le signal électrique est radial. Et ça, c'est, comme tu as dit, c'est différent que chez nous. Voilà, c'était une photo prise de postdoc qui a fait ce travail, Yongchen, sur les protéines qui bougent dans la plante. Devant un appareil que j'ai absolument pas voulu céder, c'était notre cage Faraday dans lequel beaucoup d'expériences étaient faites. Et heureusement, ça a pris Stéphane à rapatrier ces instruments pour les labos au Bugnon. Voilà, juste pour résumer, Bonnet, Senebier de Saussure ont montré comment les plantes se nourrissent. Et notre travail qui est pas fini, il reste beaucoup à faire. Nous commençons d'apprendre comment les feuilles, les mécanismes qui empêchent les feuilles de devenir la nourriture. Voilà. Toutes bonnes choses ont un fin. L'année passée, en été, nous avons eu notre dernière veillée avec l'équipe réduite qui a travaillé jusqu'au dernier jour, le 31 juillet. C'était, on a des sourires, mais c'était pas trop facile. J'ai dû quitter le bureau et mettre toutes les choses dans la voiture. Et là, c'était le mardi 25 juillet.
je charge les choses dans la voiture et il y a une flèche dans l'air. Je vois un melon noir, ces oiseaux qui sont chez nous jusqu'à fin juillet et qui partent de la Suisse, typiquement, traditionnellement le 31 juillet. Et là, c'était le 25 et c'est le dernier melon noir que j'ai vu. Et j'ai dit, il part, moi aussi. Mais s'il a la chance, il va revenir printemps prochain. Voilà, pas moi. On quitte un labo et l'atmosphère ici. Et là, on se sent un peu comme cette image. Voilà. C'est pas facile, à vrai dire. Quitter un tel groupe de collègues ici. Si je reviens à Genève, de Candolle de nouveau, il a écrit le suivant. Vous avez peut-être être frappé de cette filiation successive d'idées qui ont été successivement élaborées par Tremblay, Bonnet, Senebier et quelques autres. C'est là un exemple assez remarquable de cette influence de la conversation familière, de cette intimité amicale qui a toujours régné entre les savants de notre ville. Et c'est vrai parce que j'ai le plaisir de quelques collègues de Genève, y compris un des experts de la photosynthèse, qui sont ici. Et c'est vrai que c'est la force des équipes. Et nous aussi. Qu'en est-il pour nous dans les autres universités en Suisse romande? C'est formidable d'avoir les collègues en biologie végétale et dans les autres domaines et de les voir non seulement ici au labo, mais pour les occasions festives de temps en temps. Et je remercie de tout cœur mes collègues, absolument incroyables. Je remercie aussi ma famille, Barbara et James, qui ont énormément aidé, surtout les dernières années qui étaient pas faciles, Et j'ai pas mis tous vos noms, tout le monde ici, mais c'est les personnes parmi lesquelles je remercie. J'aimerais commencer avec les pattes, le personnel administratif et technique, parce que on sait combien c'est difficile de travailler sans eux. Et je remercie aussi les gens du passé, certains, les pattes qui ont vraiment fait des choses pour moi, l'aide énorme. Unibat, exploitation technique, les services techniques. Absolument formidable. J'ai compté 13 projets d'aménagement des serres, la bibliothèque qu'on avait ici à un moment donné, salle de radioactivité, toutes sortes de salles, plutôt au deuxième étage au début ici, et ensuite mon labo au 5e étage, beaucoup de travail, et chaque fois c'était fait avec une expertise, c'était incroyable. École de biologie pour l'enseignement, je remercie toute l'équipe. Marie-Paul et moi, on travaille sur une commission pendant un moment. Évidemment, mes doctorants et mes postdocs, absolument. C'est les gens qui ont fait toute cette recherche, bien sûr. Plusieurs sont ici aujourd'hui. Incroyable. Nos collaborateurs en Suisse romande ici, à Neuchâtel, Geitenglauser, Stefan Kallenberg, Jean-Luc Wolfender, et bien sûr de nombre des autres pays. Aux autres collègues dans le Biofor, j'ai eu beaucoup de contacts avec les gens du DEE, ailleurs dans l'FBM, le CHUV, l'IPFL. J'ai pas mentionné microscopie électronique, j'ai dû mentionner ça ici. L'argent, SNF et UNIL, merci beaucoup. Les jardins et conservatoires et musées botaniques de Lausanne et Genève. Les gens sont nommés là-bas qui m'ont beaucoup aidé à accéder aux salles de cours, par exemple, aux collections des livres et plein d'autres choses.
et mes amis artistes, certains avec lesquels j'ai pu vraiment échanger. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et c'est le moment, je pense, pour un apéro. Ouais. Merci.